Mesdames et messieurs, bienvenue à ce magazine d'écho des communicateurs. Après plusieurs refus, le président de la République a enfin accepté le format du dialogue inclusif. Il a enfin décidé d'inviter tous les Congolais pour qu'ensemble nous puissions réfléchir de l'avenir de notre pays. Le dialogue, il sera organisé en République démocratique du Congo incessamment. Mais l'on est en train de réfléchir sur le lieu où doit être organisé ces dialogues. On ne sait pas si ça sera à Kinshasa parce que déjà là, avec les condamnations qu'ont subi certains membres de l'AFC M23, il serait difficile que tous ces gens-là viennent pour que les dialogues soient tenus ici en République démocratique du Congo, très précisément dans la capitale. Alors, nous avons le réel plaisir de partager avec les invités qui sont ici sur le plateau. Et il a été beaucoup plus réclamé après son intervention, son premier passage sur ces magazines de communicateurs, Corneille. Et aujourd'hui, nous avons encore le réel plaisir de les recevoir sur ces plateaux. C'est avec lui et un autre invité aussi, qui est Excellent Kabangi, avec qui nous allons ensemble discuter tout autour des questions qui relèvent de la vie de notre nation. Parce que le dialogue, c'est une question cruciale qui relève de la vie de notre nation. Et Corneille, comme je l'avais dit, que le code des communicateurs, c'est un cadre qui reçoit des jeunes réfléchis, des jeunes qui ont accepté de mettre au service de la nation leur intelligence. Et c'est un plaisir pour moi de partager ce plateau avec ces jeunes. Corneille, et j'ai encore le réel plaisir de te recevoir sur ce plateau. Bienvenue. Merci beaucoup, merci. C'est moi qui ai le réel plaisir de passer encore ici. C'est un honneur, c'est un privilège, c'est comme je l'avais dit. À chaque fois qu'il faudra que nous parlions de notre pays, nous tâcherons de répondre présent. À chaque fois qu'il sera question de parler de notre pays, Corneille tâchera toujours d'être présent. À côté, nous avons Excellent Kabangi. Excellent Kabangi, c'est votre deuxième passage sur ce cadre de CML 13 TV. Et bonjour et bienvenue. Bonjour, chers journalistes. Et merci beaucoup. Oui, comme je l'avais dit, la question qui est au centre de l'actualité en République démocratique du Congo actuellement, c'est la question du dialogue. Le président a enfin accepté de dialoguer avec ses pairs pour que nous puissions trouver un compromis par rapport à la crise qui menace à l'est de la République, par rapport à la vie sociale des Congolais. Et c'est aujourd'hui ça que nous allons discuter ensemble avec les invités ici présents sur le plateau. Corneille, j'aimerais que nous puissions d'abord commencer avec cette question. Pensez-vous réellement que le dialogue serait la meilleure des solutions pour que la paix revienne dans l'Est de la République? Merci beaucoup, merci beaucoup. Bon, pour moi, ce n'est pas une actualité, parce que je crois vous l'avoir dit lors de mon dernier passage ici, je vous avais dit que c'était inévitable. Moi, ça ne me surprend pas. Seulement, dans quel contexte ça intervient, c'est ça qui me choque un peu, parce que, évidemment, il intervient après que des milliers de Congolais aient péri à l'est de la République démocratique du Congo. Pourtant, c'était une option envisageable déjà au début de cette guerre. Alors, dialogue comme solution, oui, nous sommes africains. Comme un proverbe dit, le linge sale se lave en famille. C'est vrai qu'il y a déjà eu plusieurs dialogues, encore qu'il faut se questionner sur oui ou non ça a apporté des solutions. Et aussi se poser la question de savoir il a porté exactement sur quoi ces dialogues-là. Aujourd'hui, je l'avais dit l'autre fois, la question du dialogue est inévitable. Inévitable juridiquement, ce n'est pas fondé, comme peuvent le dire ceux qui s'y connaissent. Mais du point de vue, en fait, en sociologie, la science qui régit la société, le dialogue est l'un des moyens, d'ailleurs les moyens par excellence par lesquels il faut traiter les questions liées aux divergences, que ce soit d'un État ou des personnes. Passer par le dialogue. En tout cas, je n'ai jamais vu un mécanisme parce que du point de vue institutionnel, le président Tshisekedi, le régime actuel n'a pas réussi à donner aux Congolais les Congos qu'il fallait. Donc finalement, il fallait que nous passions par ces
dialogue-là. Moi, ça ne me surprend pas. Corneille, à la lecture de votre réflexion, vous présentez les dialogues étant la seule solution pour pallier à l'insécurité dans l'Est de la République. Alors que dans notre pays, nous avons eu des dialogues et cela n'a abouti à rien. Et pensez-vous que vraiment que les dialogues seraient la solution? C'est là où moi je suis. Non, c'est ça. En fait, il est question d'agenda. Il faut questionner l'histoire pour savoir les dialogues précédents ont porté sur quoi. Ici, ça va être un dialogue. C'est un dialogue de notre génération. Vous vous rappelez que le dialogue, quand il est peut-être que vous étiez encore mineur ou que vous ne vous intéressiez pas encore à la politique. Aujourd'hui, on est adulte. Je pense que c'est un rendez-vous avec notre histoire. Les dialogues aujourd'hui, c'est pas comme peuvent le prétendre d'autres. Ne devra certainement pas porter sur le partage des postes comme ça a toujours été. Aujourd'hui, les dialogues doivent porter sur des questions essentielles, des questions profondes qui touchent notre pays, des questions même à cause desquelles notre pays est resté sous cette punition que j'appelle cette guerre qui nous est imposée, qui en quelque sorte et en partie est facilitée par tous ceux à qui les Congolais donnent le pouvoir. Donc je pense que c'est comme je l'ai dit, c'est question d'agenda. Ça dépend de qu'est-ce qu'on inscrit à l'ordre des 10 jours. Si c'est un dialogue pour le partage des postes, déjà, si nous n'irons pas dans un dialogue pour le partage des postes, nous avons notre agenda très précis. Aller parler de la République, aller parler de toutes les questions qui n'ont pas été résolues par les institutions, et dis-je par les animateurs à qui nous avons confié les institutions de la République. Voilà un peu. Et vous avez dit que vous, étant que de l'opposition, vous n'irez pas pour le partage de postes. Et si il arrivait qu'on proposait à l'opposition les postes, quelle sera votre réaction? Bon, on ne peut pas proposer, on ne peut pas d'abord dire proposer à l'opposition des postes. L'opposition, en fait, c'est l'incarnation même par excellence de la voix du peuple. Donc, s'il y a des postes, ça veut dire qu'ils les mériteront. Vous voyez, ces pays n'appartiennent pas à quelqu'un. C'est de cette manière qu'on est en train de les gérer. Les faisant passer comme un bien personnel. S'il y a des postes, certainement, ceux qui prendront ces postes les mériteront. Mais même s'il faille que ça vienne, je ne pense pas que ça soit en avant-plan. Et je ne vois pas l'opposition refuser cela parce qu'ici, il est question que chaque Congolais contribue du mieux qu'il le peut pour pouvoir construire le Congo de nos rêves. Donc aujourd'hui, qu'on ne parle pas encore de postes, je voudrais qu'on parle de vraies questions. Vous voyez, la question de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo, il faut que nous nous mettions autour de la table. Il faut que nous mettions de côté nos divergences, parler et que les vraies questions concernant l'État, concernant les institutions soient mises sur la table pour pouvoir réfléchir pour les biens de notre pays. Ne parlons pas poste, je ne veux pas qu'on en parle parce que sinon on serait en train de répéter l'histoire et au final ce dialogue risquera de ne pas aboutir. Mais parce que nous le savons. Pourquoi je parle de postes? C'est parce que nous le savons qu'à l'issue du dialogue, il y aura toujours certains opposants qui vont accéder au pouvoir. Mais lorsque vous parlez, vous donnez l'impression, c'est comme si c'est l'opposition qui a le monopole du dialogue, alors qu'il y a très longtemps, le président lui-même refusait l'organisation de ces dialogues, jusqu'à ce qu'il a accepté. Et je pense qu'il y aurait des postes qu'on proposerait à l'opposition pour qu'ensemble, l'opposition puisse travailler avec le pouvoir en place. Non, déjà, si la motivation première était le partage des postes, il y a eu des consultations à l'issue desquelles certains qui se trouvaient à l'opposition hier se sont retrouvés au gouvernement. Je ne pense pas que ce soit la motivation première. Oui, c'est ça encore la question qu'il faille qu'on se pose. Hier, le président refusait les dialogues. Pourquoi aujourd'hui, il accepte les dialogues? Donc, certainement, il se retrouve entre les clous et les marteaux. Et il a compris, comme toujours, tardivement, que finalement, pour parler de la paix, il faut se mettre autour de la table. Vous voyez en paix. Aujourd'hui, je voudrais d'abord que vous compreniez qu'aller au dialogue, ce n'est pas un privilège. Parce que le président de la République, disons, l'Union sacrée n'est pas organisateur du dialogue, c'est une partie prenante. Donc, nous allons venir au dialogue tous avec nos carnets d'adresses, tous avec nos agendas pour parler du pays. Ça veut dire que ce sera une forme de départ à zéro pour parler des questions qui nous ont échappé, qui nous ont amené dans cette situation. Parce que 7 ans après aujourd'hui, que nous rétropédalions de cette façon ici, je pense qu'il y a de quoi parler vraiment et pouvoir arriver aux questions qui touchent à l'intégrité de notre pays et à
à la vie sociale du peuple congolais. Donc les postes, je ne voudrais pas qu'on en parle parce que c'est comme je l'ai dit, si on voulait les postes, après les consultations, on pouvait facilement en avoir. Vous savez d'ailleurs les réalités sur les élections de 2019. Donc si cette opposition avait besoin de postes, il aurait dû négocier pour en avoir. Mais vous savez, ils refusaient d'accéder au pouvoir en passant par la négociation parce qu'ils savent que la vraie légitimité vient du peuple. Ce dialogue va aussi ouvrir la brèche pour que nous ayons des élections transparentes, hein, et inclusives. Hein, vous voyez un peu? Donc, c'est comme pour dire que nous donner des postes, oui, peut-être que ça pourrait arranger certains, mais pas d'autres. Ici, nous voulons un cadre bien assaini pour pouvoir accéder au pouvoir de manière légitime, de manière démocratique, telle que le mentionne notre Constitution. Voilà, M. Joël. Merci Corneille pour votre première intervention, combien pertinente. Excellent. Corneille estime que la priorité pour les opposants, ce n'est pas le poste. Pour Corneille, l'opposition, c'est d'abord le peuple, c'est la représentation du peuple. L'opposition ne vient que pour revendiquer le besoin, l'intérêt du peuple. Pensez-vous vraiment que ce dialogue, que doit attendre la population à l'issue de ces dialogues? Merci beaucoup, cher journaliste, de la question pertinente que vous m'avez posée. Donc, je me sens vraiment très à l'aise quand je suis sur le plateau des CML 13 lorsque je participe à l'émission Écho de l'ECOM. Donc, c'est un beau cadre. D'abord, je salue, avant de répondre à la question, je salue les efforts combien louables du recteur Louis-France. Donc, c'est quelqu'un que je considère beaucoup, à qui je donne beaucoup plus de considération. Alors, répondant à votre question par rapport à la tenue d'un dialogue politique en République démocratique du Congo, je crois que mon intervention, ou soit ma réponse, va probablement sidérer plus d'un, puisque nous sommes appelés à réfléchir par rapport aux questions existentielles de notre pays. S'agissant de cette question, s'il va falloir que nous puissions tenir ou soit qu'il y ait organisation d'un dialogue politique, soit inclusif ou exclusif, moi je dirais ici, par rapport à l'intervention de mon co-débatteur qui est de l'opposition, puisque moi je suis maître, je ne suis ni de l'opposition ni de la majorité, je suis au milieu du village, je dirais ici que j'ai toujours eu à formuler une critique argumentée contre les recours systématiques au dialogue. Alors je vais illustrer cela par des dynamiques un peu répétées par rapport aux données, je dirais, empiriques, aux données de l'expérience. Alors, nous sommes appelés à comprendre, et il ne fait aujourd'hui l'ombre d'aucun doute, que les dialogues politiques en République démocratique du Congo, surtout dans les contextes actuels, ne viendraient nullement résorber la crise qui déchire la partie est de notre pays. Ça, on doit d'abord retenir. Donc, je voudrais m'adresser aux Congolais que les dialogues politiques, que ce soit exclusif ou inclusif, ne viendraient jamais mettre un terme au problème des Congolais. Ça, c'est d'abord. Mais, excellent. S'il vous plaît, l'opposition a crié que le dialogue reste la seule solution pour que la paix revienne dans l'Est de la République et que nous puissions aussi traiter certains conflits plutôt, dans notre pays. Mais vous vous dites que le dialogue ne viendra pas résoudre un problème. Vous avez même utilisé les mots indicatifs, vous dites ne viendra, mais moi je dis ne viendrait pas. Bon, les conditionnels, bon, je dirais ne viendra pas. J'utilise alors les mots pour affirmer cela de façon définitive. Le dialogue pour moi n'est pas une priorité parce que moi je soutiens de façon avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de puissance, avec beaucoup de force la démocratie. Alors par rapport à, comme je l'ai dit ici d'entrée déjà par rapport à mon intervention, que le dialogue n'a pas toujours des résultats probants. Ça, ce sont les analyses fondées sur les données, je l'ai dit ici, empiriques, par rapport à l'expérience. Alors, nous avons connu beaucoup de dialogues en République démocratique du Congo. Nous avons connu des concertations, beaucoup de forums, mais nous n'avons jamais eu des résultats escomptés. Alors, messieurs les journalistes... Mais ne soyez pas pessimistes, vous donnez l'impression d'être pessimiste. Ce n'est pas parce qu'hier on a échoué qu'aujourd'hui aussi on va échouer. Non, le problème c'est quoi, chers journalistes? La démocratie a tout prévu. Tout prévu. C'est-à-dire tout est déjà calculé. Parce que moi je soutiens la démocratie. Donc, j'aimerais que
nous puissions, parce que la démocratie peut naître et peut grandir, peut aussi mourir. Alors, la manière dont nous sommes en train de conduire la politique de notre pays par rapport à l'idée de refaire chaque fois des dialogues, nous sommes en train d'aller des dialogues en dialogue, des concertations en concertation, ne permet pas à la démocratie de respirer. Je vois que notre démocratie s'asphyxie, au lieu que la démocratie puisse grandir, puisque la démocratie est déjà née en RDC, le processus a commencé, si ma mémoire ne titube pas, ne vacille pas depuis 1990, lorsque Mobutu a déclenché le processus. Mais nous l'avons bien connu en 2006, lorsque nous avons connu des élections démocratiques, en 2006, entre Bemba et Kabila. Alors, j'aimerais que nous puissions garder cet élan-là, parce que les dialogues, j'ai suivi d'abord les opposants, messieurs les journalistes, j'ai suivi les opposants qui sont dans la jubilation. Ils sont en liesse lorsqu'ils ont appris que le président Félix a accepté enfin l'idée de la tenue d'un dialogue. Mais qui sont ces opposants-là? Parce que moi j'ai suivi oui. la dernière sortie de Prince Peng qui insiste que le Vendée, l'opposition va marcher. Oui, ils ont dit que le Vendée, ils vont marcher, mais ils ont accepté, ils ont loué. C'est-à-dire l'idée est d'abord louable. Si vous suivez un peu les réactions des plusieurs opposants, j'ai dit beaucoup d'opposants aujourd'hui, ils sont dans la jubilation, dans l'allégresse. Pourquoi? Parce que les opposants estiment qu'à l'issue du dialogue, comme vous l'avez dit à mon co-débatteur, comme c'était une question, il y aura un partage des postes et des responsabilités. Moi, je vous dis que les dialogues ne viendraient jamais traiter les problèmes structurels profonds des Congolais. Non. Bon, personnellement, on n'a pas entendu quelqu'un dire que non, et ça sera le partage et tout ça, ou voir un opposant qui dit, qui jubile, parce qu'il y aura dialogue. Ça sort d'où? Oui, cela s'est fait de manière pas explicite, mais de manière implicite. Donc vous êtes dans des spéculations? Non, pas des spéculations. C'est par rapport à ce qui s'est fait, par rapport à l'expérience et par rapport à ce que nous sommes en train de vivre. C'est-à-dire quoi? Les opposants ne passeront pas, par exemple, sur les prestigieux plateaux de CML Télévision pour participer à cette émission, dire nous jubilons, nous sommes en liesse, nous sommes dans l'allégresse parce que nous aurons des postes et des responsabilités, mais de façon implicite. Ce qui s'est dit dans les couloirs, et nous connaissons les comportements de nos acteurs politiques, de ceux qui sont à l'opposition. Je vous dis, chers journalistes, que l'aboutissement, l'issue, c'est le partage des postes de responsables. Je vous dis, ça c'est une évidence, c'est une véracité absolue. Et même si vous niez mon intérêt, que je vous dis... Non, le problème c'est qu'il faudrait d'abord déterminer les contextes dans lesquels le président de la République a accepté que ce dialogue ait lieu. L'opposition avait avancé ces raisons. Oui. Entre autres, il y a l'insécurité dans l'Est de la République, le pays n'est pas bien géré, il y a des abus de pouvoir. C'est pourquoi l'opposition a insisté qu'il y ait dialogue pour qu'ensemble, en tant que Congolais, nous puissions décider de l'avenir de notre pays. Mais quand vous dites que l'opposition jubile pour avoir des postes, vous entrez en contradiction avec les démarches de l'opposition. Non, ce n'est pas le fait d'entrer en contradiction ou en contraste avec les démarches entreprises par l'opposition. Moi, je suis en train, comme je l'ai dit, de fonder mes analyses sur les données, comme je l'ai dit, empiriques. Je parle de ce qui existe, de l'expérience. Vous devez savoir, chers journalistes, aujourd'hui, en République démocratique du Congo, si nous voulons avoir des solutions à nos problèmes, il va falloir que nous puissions, je vais dire quoi, arroser, c'est-à-dire arroser les racines, si je dois utiliser cette forme de pensée, les racines de la démocratie. Donc la démocratie doit s'enraciner dans les comportements, dans les chefs des Congolais. Le problème, c'est que je trouve que les dialogues, c'est un mécanisme parallèle visant à contourner la démocratie. Donc c'est un mécanisme qui vise à délégitimer le processus démocratique. Pourquoi je l'ai dit? Aujourd'hui, par rapport à l'expérience, vous dites que les contextes changent. Aujourd'hui, bon, les choses peuvent changer, puisqu'avant, c'était le partage des postes et des responsabilités. Mais je vous dis, quelle est la proposition qui viendrait de l'opposition et que cette proposition résorberait la crise au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo? Vous remarquez, il y en aurait. C'est-à-dire, le problème, c'est quoi? Oui. Vous insistez sur le fait qu'on doit arroser notre jeune démocratie. Et qu'on sort. Mais maintenant, au cas où le président de la République, le président qui est en place, parce qu'au cas où le président qui est en place refuserait d'organiser les élections, ou avec les intentions que le président avait de changer la Constitution, pensez-vous que
Et si l'opposition n'avait pas réagi, n'avait pas demandé ces dialogues, le président allait arrêter avec sa démarche. Non, l'opposition a le rôle de contrôler, de mettre de la pression pour qu'il n'y ait pas de dérives démocratiques ou de tout ça, des dérives dictatoriales, tout ça, ainsi de suite. C'est ça le rôle de l'opposition, de contrôler le gouvernement. Ça, c'est. Donc, je n'en disconviens pas par rapport au rôle de l'opposition reconnu dans la loi fondamentale, dans la constitution de notre pays. Mais l'opposition. Ça dit, pour avoir des solutions, surtout par rapport à la crise qui se vit dans l'Est de la RDC, puisque récemment on parlait même de l'accord de Washington, mais par rapport à la crise qui se vit dans l'Est de la RDC, il faut que nous ayons des solutions, pas de surface, parce que les dialogues peuvent amener une solution, mais ce sera une solution de surface. Il faut que nous ayons une armée forte. Bon, ça, ce sont des solutions à proposer. S'il faut qu'il y ait dialogue, les dialogues ne doivent pas contourner la démocratie, chers journalistes. Mais si le pouvoir en place n'arrive pas, maintenant, on va dire que le pouvoir est défaillant, le régime est défaillant. et que faire? Que faire? Mettre de la pression, pousser comme l'opposition avait l'idée de pousser les régimes, c'est-à-dire le président Félix, à la démission. Ça, ce sont des démarches ou des exercices démocratiques louables. On peut pousser quelqu'un quand on dit, vous avez les rôles, la mission, la charge de nous protéger à travers l'armée, parce que le rôle de l'armée, c'est de sécuriser l'intégrité territoriale de notre pays. Mais si vous n'arrivez pas à le faire, qu'est-ce qui ne vous permet pas de le faire? Soit vous démissionnez, soit vous le faites. Ça, c'est le rôle de l'opposition. Vous poussez les autorités à vous sécuriser, à sécuriser votre pays. Lorsqu'on parle, par exemple, de l'insécurité qui gangrène la ville, province de Kinshasa, vous dites, les autorités, vous êtes là pour nous, à travers la police, pour nous protéger, nous et nos biens. Mais quand vous ne le faites pas, nous allons vous pousser soit à la démission, soit, je ne sais pas, vous démissionnez, vous laissez à celui qui est capable d'assumer les responsabilités comme il se doit. C'est un peu ça le rôle de l'opposition, mettre de la pression. Mais dire que les opposants, s'ils se réunissent, s'ils se retrouvent autour d'une table avec les gens du régime, il y aurait des solutions, j'en doute fort. Donc j'en doute fort par rapport à cela. Et l'idée que les dialogues viendraient mettre fin à la crise. Donc, je ne sais pas si mon co-débatteur va aller dans un sens contraire que mes propos. Donc, les dialogues ne viendraient jamais résoudre la crise. Il faut que nous puissions organiser notre armée. Il faut que nous ayons une armée forte. Il faut que nous puissions organiser notre police. Il faut que nous puissions trouver des solutions par rapport aux problèmes structurels profonds des Congolais. Parce qu'à l'issue du dialogue, monsieur les journalistes, vous allez remarquer, à l'issue du dialogue, chaque partie viendrait avec sa feuille de route, son cahier de charges, son agenda pour avoir à la fin. Donc, il n'y aurait jamais de dialogue sans partage des postes de responsabilité. Ça, c'est une évidence. Merci, excellent. Oui. Et Corneille. Oui, j'ai bien suivi. Excellent vous contredit sur toutes les lignes. Selon lui, il pense que le dialogue ne viendra pas pour résoudre la crise. C'est seulement le partage des pouvoirs, des forces. Quel est votre point de vue, quelle est votre appréciation par rapport à son intervention? Je ne pense pas qu'on se soit vraiment contredit. Je ne pense pas qu'on se soit vraiment contredit parce que moi, je n'ai pas dit que le dialogue, c'est un bouton magique sur lequel on va appuyer et directement aboutir aux solutions que traverse notre pays. Non. Par contre, le dialogue, c'est une voie par laquelle on va toucher aux vraies questions qui font que, par la voie des institutions, par la voie des animateurs des institutions, on ne parvient pas à trouver des solutions. Vous voyez? Parce que quand je répète sur la question des postes, j'en dis aussi avec une expérience. L'expérience, c'est que il n'y a pas longtemps, il y a eu appel aux consultations. Et certainement, si l'idée de partage des postes était l'idée principale, je vois mal Fayoulou rejoindre l'union sacrée et ne pas obtenir un poste. Encore qu'il serait parti seul pour obtenir un poste qui est de partir aujourd'hui dans un format où ils y vont avec Abound, avec Sessanga et les autres. Donc je ne pense pas. Moi, vraiment démocratique, et je pense que c'est aussi ça la ligne politique de l'opposition. L'opposition aujourd'hui revendique la démocratie. Mais parce que tous les indicateurs pouvant prouver que notre démocratie serait à mal sont éteints. C'est ça la vraie question en ces jours. Il n'y a aucun indicateur qui démontre aujourd'hui qu'il y aura élection, par exemple. Vous voyez. Aujourd'hui, par exemple, il n'y aura pas élection parce qu'on parle de la guerre. Comment faut-il mettre fin à la guerre, par exemple?
Mais c'est des questions que les institutions ne sont pas parvenues à résoudre. Voilà pourquoi l'opposition a pensé que pour résoudre des questions, il fallait que nous nous mettions autour de la table. Donner chance au dialogue parce que pourquoi autant d'années? Depuis 1994, la guerre de l'Est commence en 1994, juste après le génocide Tutsi-Hutu, après que les Hutus viennent rester en République démocratique du Congo. C'est même ça, là, l'origine de la guerre en République démocratique du Congo. Donc aujourd'hui, je ne voudrais pas qu'on dise que le dialogue vient piétiner la démocratie, non. Et le dialogue n'est pas un bouton magique sur lequel on va appuyer pour dire non, c'est bon, ça va, tous les problèmes sont résolus, non. Par contre, aujourd'hui, je pense que nous déjà, à l'opposition, notre cahier des charges, notre agenda, c'est de venir avec des questions clés. Analyser les stratégies mises en place par le gouvernement, par exemple, pour voir pourquoi ces stratégies n'ont pas marché. Déjà, nous avions critiqué plusieurs stratégies mises en place, notamment nos alliances avec certaines organisations sous-régionales comme l'EAC et consorts, notamment les accords. Pourquoi aujourd'hui, par exemple, parlant de l'accord des États-Unis, pourquoi autant de mois après, cet accord ne peut pas donner des résultats? C'est là la vraie question qu'il faille que nous discutions. Donc la question de partage de postes, non, je pense qu'elle peut venir, mais juste après. Mais dire que ça soit la raison principale du dialogue, je ne pense pas. Je ne pense pas. Aujourd'hui, je pense qu'il y a encore autre chose sur lesquelles il faudrait parler. Le gouvernement ou le régime a commencé la démarche de la révision de la Constitution en violation. Parce que mon co-débatteur a crié de la part de la démocratie, encore qu'il faut se poser la question sur la valeur juridique de la démarche que mènent les pouvoirs en place aujourd'hui pour les réformes constitutionnelles. Vous voyez un peu. Et même à l'interne, ils ont toujours dit que notre pays n'avait pas le problème des textes. Le pays avait un problème d'hommes. Vous voyez. Donc aujourd'hui, encore qu'il faut dire que dans ces dialogues, il est inclusif. Oui, vous avez au début parlé de la difficulté qu'auront certaines parties prenantes à accéder à Kinshasa parce qu'ils sont sous condamnation. Non. Aujourd'hui, s'il faille que nous parlions de la justice devrait en principe être tournée d'abord sur les animateurs du pays. Combien qui sont là qui ont détourné? Donc, c'est comme je l'avais dit au départ, les linges sales se lavent en famille. Il faille que nous donnions chance au dialogue, nous donnions chance au pourparlers pour pouvoir toucher aux questions des fonds nous concernant en mettant d'abord d'écouter les questions liées au partage des postes. Vous verrez que dans notre agenda, nous parlons des élections. Si nous avions besoin seulement des postes, on ne pouvait pas parler d'élections. Nous avons besoin de l'organisation des élections. Oui, Corneille, en principe, les élections doivent être organisées en 2028. En 2028, oui. Est-ce que pensez-vous vraiment que Tshisekedi va accepter, au cours de son mandat, que ces désastres soient récupérés et que les élections soient organisées, qu'on organise les dialogues et pendant cette période de transition du dialogue, oui, que son temps soit consommé ou il aura encore besoin des... Non, mais la période du dialogue... Non, mais la période du dialogue n'empêche pas aux institutions de fonctionner. Le dialogue, c'est comme, je vais dire, c'est pas que ça arrête, ça met un stop aux institutions pour pouvoir fonctionner. Les institutions font fonctionner normalement. Ce serait comme une réunion de conseil de ministres. Donc, ce ne serait pas un temps perdu. Le dialogue, ce ne serait pas un temps perdu. Par contre, aujourd'hui, certainement, ils diront qu'ils ne peuvent pas organiser les élections dans ces contextes. Pourquoi? Parce qu'il y a guerre. Mais vous allez sur la table avec ceux qui sont à la base de la guerre. Discutez avec eux pour lever l'option de pouvoir finir carrément avec les dialogues. En fait, je n'ai jamais été pour les revendications de ceux qui font la guerre aujourd'hui. Vous voyez? Alors, mais s'ils disent qu'ils sont en guerre parce que les élections ne leur avaient pas plu ou que les promesses leur données à l'issue des élections de 2023 n'avaient pas été tenues, il fallait que nous répartions sur de nouvelles bases. En principe, Corneille, je ne te coupe pas. En principe, lorsqu'il y a dialogue, chaque parti vient avec ses revendications, son agenda. Oui. Quel est maintenant le cahier des charges de l'opposition? Nous organisons les élections en 2028, par exemple. Nous organisons nos élections en 2028. Vous ne voulez pas organiser les élections. Pourquoi? Qui donne des raisons. Nous réfléchirons maintenant sur des raisons. Vous ne voulez pas qu'on organise les élections, vous voulez une transition. Réfléchir maintenant sur cette forme de transition. Vous voyez? Dans la transition, il ne faille pas que le président soit malin. Dans la transition, moi je n'appelle pas partage des postes. Dans la transition, par exemple, si les opposants raflent un poste, c'est justement pour avoir le contrôle. Avoir le contrôle pour qu'il ne soit plus dribblé par le président de la République comme il l'a toujours fait. Vous voyez un peu? Et si le pouvoir estime qu'en 2028, il ne sera pas à mesure d'organiser les élections? Qui nous disent pourquoi? C'est là même qu'ils... En fait, mais il n'y a pas l'argent, l'argent que la République gagne est alloué
dans l'Est de la République. Ah, l'argent est alloué à l'Est de la République, alors c'est simple, la Constitution a prévu. Si vous n'êtes pas en mesure d'organiser les élections, le président de la République démissionne, il laisse le président du Sénat continuer à chercher l'argent jusqu'à ce que nous organisions les élections. Sans quoi, nous allons toujours considérer ça comme une manœuvre pour pouvoir rester au pouvoir. Encore qu'aujourd'hui, nous considérons la guerre comme bénéfique au pouvoir actuel, parce que plus il y aura la guerre, plus ils diront qu'ils ne peuvent pas organiser les élections. Alors qu'ils commencent la démarche, la loi référendaire validée, nous ramène directement vers le référendum qui est une forme d'élection qui doit faire intervenir toute la République. Donc, parler de l'argent pour l'organisation des élections, il ne faille pas qu'on en parle. Ah, si c'est vraiment ça, si c'est vraiment l'argent qui empêche d'organiser les élections, alors laissez suivez ce que dit la Constitution. Après la fin de votre mandat, vous démissionnez, vous laissez le président du Sénat continuer. Ce serait l'union sacrée, mais mieux que le président de la République. Laissez le président du Sénat continuer et nous réfléchirons ensemble sur comment trouver le moyen pour organiser les élections. Merci Corneille pour vos interventions. Excellent. Vous avez dit ici que le dialogue n'est pas l'idéal pour pallier à l'insécurité, aux abus du pouvoir, à tout ce qu'on est en train d'observer dans la société actuellement. Et vous, étant que membre de la société civile, qu'est-ce que vous proposez comme solution palliative à la crise qui traverse la RDC? Oui, merci beaucoup. Comme solution, il y a beaucoup de propositions que nous pouvons formuler pour que nous puissions obtenir gain de cause par rapport aux problèmes des Congolais. D'abord, nous proposons le respect de la démocratie. Qui dit respect de la démocratie n'est pas... Là, nous allons dans le sens contraire de l'initiative prise par le régime de Kinshasa pour changer la Constitution. Donc déjà, changer la Constitution, pour nous, c'est une ligne rouge à ne pas franchir, parce qu'on doit respecter les sous-bassements, les fondements de la démocratie, parmi les éléments qui peuvent ramener ou faire en sorte qu'il y ait la paix en République démocratique. Là, c'est dans la théorie. Oui. Là, vous êtes dans la théorie. Dans la théorie, maintenant, parce que même si dans la pratique, cela ne se fait pas. Ici, dans la pratique, cela ne se fait pas. Là, maintenant, comme je l'ai dit ici, l'opposition a le rôle, même la société civile a le rôle de mettre de la pression sur les régimes en place pour ne pas aller au-delà de ses prérogatives constitutionnelles ou démocratiques. C'est ça le rôle aussi de l'opposition. Je l'ai dit ici. C'est-à-dire qu'on doit organiser des marches pacifiques, bien sûr que oui, organiser des sit-ins, tout ça, dénoncer. Donc tout ça, mettre de la pression. Mais si on organisait des marches, allons-y dans cette logique. On organise des marches, oui. On organise des sit-ins, on fait des pressions, oui. Et que rien ne change. Oui. Quelle sera la dernière solution? Mais, chers journalistes, vous savez que lorsque vous mettez de la pression, il y aura toujours une solution par rapport à cela. Parce que la démocratie ne nous permet pas de prendre des armes. Parce que la dernière solution pour quelques personnes, parfois, elles vont dire que c'est de prendre des armes. Parce que j'avais suivi un jour les coordonnateurs adjoints de l'AFC, du mouvement politico-militaire AFC M23, Bertrand Bissimo, qui a tenu des propos qui m'avaient sans doute déchiré les cœurs. Il a dit quoi? Il a dit, nous, on avait des revendications, tout ça, mais comme nos revendications ne se faisaient pas attendre, on a eu le temps de parler au régime de Kinshasa pour que ces derniers attendent nos revendications, mais ils s'obstinaient, ils refusaient de nous écouter. Alors nous avons décidé de toucher aux armes. C'est ce qu'il a dit. Cela m'avait déchiré les cœurs, cela m'avait tellement estomaqué. Or, dire toucher aux armes, c'est une forme de figure de style en français. Pour ceux qui ont étudié le français, on appelle ça la métonymie, si ma mémoire ne vacille pas. Donc, c'est comme quelqu'un dit, je prends un verre. Donc, ce n'est pas les verres qu'il prend, mais c'est le contenu du verre. Donc, toucher aux armes signifie nous avons tué ou nous allons tuer, violer, brader les richesses du pays, violer, nous allons maltraiter, malmener pour que notre voix ou nos voix, nos revendications se fassent attendre. Nous sommes contre cette logique-là. C'est-à-dire qu'il faut user de tous les moyens démocratiques. Même si aujourd'hui ça ne donne pas de résultats, mais le fait de mettre de la pression, de continuer. Même je vois en 2016, Kabila devait déjà partir, mais il voulait s'éterniser au pouvoir. C'est grâce aux différentes pressions, grâce à la pression de l'opposition, à la pression au niveau de l'international, que Kabila avait cédé les fauteuils présidentiels. À l'issue d'un dialogue, bien sûr. D'un dialogue, non, c'était... Non, il y avait le dialogue de Saint-Sylvestre. Bon, c'est pas vraiment un dialogue, c'était non, juste... parce que c'est un oui, dialogue... c'est ça.
Vous à l'issue d'un parlez dialogue. oui, c'est aussi une forme de dialogue. C'est pourquoi Non, pas une forme de dialogue, c'est un dialogue. Parce que c'est une forme de dialogue, mais qui a abouti aussi au partage, c'est ça, au partage des postes de responsabilité. Bien sûr, Bien vous serez sûr. d'accord avec moi. bien sûr, Alors, nous, on n'est pas dans cette logique-là. On ne veut pas qu'à la fin, qu'on se partage les gâteaux. On s'est dit, bon, nous avons demeuré, nous avons trop moisi dans les chômages. On veut aussi se faire taper notre part dans les gouvernements. C'est ça la logique de certains acteurs politiques. Alors, le fait de revenir sur ces cycles vicieux, ça asphyxie, comme je l'ai dit, ça étouffe, ça étrangle la démocratie. Or, nous sommes là pour la protection, pour protéger notre jeune démocratie. C'est ça l'idéal, c'est ça l'idée pour nous. Alors, c'est pourquoi, parmi les solutions, comme je l'ai dit, mettre de la pression contre le gouvernement, dénoncer et donner des solutions pour que l'armée soit bien organisée. Parce que notre armée n'est pas bien organisée, pas bien structurée par rapport à ce que nous sommes en train de vivre. On nous prend des localités chaque Mais jour. parce que c'est tout le monde qui en parle. Il faut Oui. réorganiser l'armée, il Oui. faut donner des solutions. Oui. Quelles sont concrètement C'est comme ça, ces solutions? nous appelons l'opposition. S'il y aura dialogue, que les dialogues ne viennent pas, je l'ai dit, contourner la démocratie, que les dialogues viennent pour donner des résultats, c'est-à-dire des propositions par rapport à la sortie de la crise. Que les opposants viennent avec leur agenda pour dire, voilà nos propositions pour que l'armée soit organisée, nous voulons ça, 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 ça. Voilà nos propositions pour que la police soit professionnelle, ça, ça, ça. Voilà nos propositions pour que les fonctionnaires soient payés. C'est ça même les questions substantielles. Mais venir pour qu'à la fin, qu'on ait soit un glissement, qu'on ait soit un partage des postes de responsabilité, là, nous disons non. Là, nous n'accepterons pas que cela puisse passer. C'est ça, notre idéal. Donc, les gens qui nous suivent doivent nous comprendre. Nous sommes dans cette logique-là. Je ne sais pas si mon co-débatteur arrive à me comprendre ou ceux qui nous suivent à la maison. Merci, vous suivez l'écho des communicateurs. Et comme je le dis toujours, ces magazines qui reçoivent des jeunes intellectuels, des jeunes intelligents, des jeunes qui réfléchissent, des jeunes qui ont accepté de mettre au service de la nation leurs intelligences, de par leur intervention, vous pouvez vous-même, de là où vous êtes en train de nous suivre, les comprendre. Corneille, on a eu dialogue dans ces pays. des dialogues. On a eu des dialogues dans ces pays. On a dialogué avec les rebelles, des gens qui ont accepté de tuer. Et aujourd'hui, on veut encore dialoguer avec ceux qui ont tué nos compatriotes dans l'Est de la République. Et si ces dialogues n'aboutissaient pas, ou soit les revendications ne soient pas trouvées dans ces dialogues, ne pensez-vous pas que certains Congolais penseraient que la meilleure des choses à faire, c'est toujours aller là-bas, commencer à tuer pour après venir ici pour dialoguer? Alors, j'avais dit ici quelque part que l'indicateur par excellence, l'indicateur objectivement vérifiable et par excellence d'une démocratie, c'est aussi les élections. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes une jeune démocratie. Notre premier cycle électoral était en 2006. Le vrai cycle électoral démocratique. Mais en fait, le problème que nous traversons aujourd'hui, c'est aussi ces problèmes de légitimité. Ouais. Aujourd'hui, nous avons, après avoir eu une petite expérience, élection en 2006, élection en 2011, élection 2019, 2023. Toutes les revendications de ceux qui touchent aux armes trouvent leur origine dans les élections, dans la légitimité des acteurs. Et par ricochet, la légitimité des institutions. Lorsque les institutions ne sont pas légitimes, c'est très difficile qu'on ait... Vous parlez des élections de 2023. Non, mais... Le président Tshisekedi a été élu à 73%. Non, c'est un problème. C'est un problème très sérieux. Commençons par les élections de 2018 qui ont ramené le président Tshisekedi. Il faut commencer par là. Ouais, Fayoulou aujourd'hui a toujours dit clairement que ces élections-là étaient chaotiques. Et c'est vrai. Donc si nous commençons par... Vous vous rendez compte? À la cour, Fayoulou n'avait pas présenté. Non, mais c'est là que je... Non. Comment vous allez présenter les moyens? On avait demandé à Fayoulou de présenter ses... Non, mais il avait présenté ses PV qui n'étaient pas acceptés. C'est même là la question. Lorsque vous piégez les gens, lorsque vous venez avec des machines à voter, avec des bulletins de vote qui vont être imprimés et s'effacer 48 heures après, c'est un piège. Ici, je voudrais que l'on parle élection. Ouais? Toutes les revendications qui aboutissent aux guerres aujourd'hui dans notre pays tirent leur origine dans la légitimité des animateurs des institutions. C'est là la vraie question. Aujourd'hui, donc, parmi les revendications ou parmi les questions qu'il faille que nous discutions, c'est vrai que nous sommes une jeune démocratie, l'organisation des élections transparentes. Ce qui asphyxie la démocratie aujourd'hui, ce sont ceux qui sont au pouvoir.
Parce qu'en soi, ils ont aujourd'hui la Constitution, qui est une forme de trajectoire par excellence qu'il faut suivre pour diriger les pays, pour diriger les institutions. Mais si vous ne respectez pas la Constitution, il se pose un problème. Vous voyez, ils ont tout ce qu'il faut pour bien diriger. Ça sous-entend, d'ailleurs, bon, c'est un problème déjà, qu'ils aillent aux élections sans avoir projet de société, c'est encore un autre problème. Mais aujourd'hui, il faut qu'on dise qu'il y avait une constitution à respecter qu'ils ne savent pas respecter. Donc, sur la table des négociations, nous allons poser la question, mais pourquoi vous avez tous les moyens, comme personne jamais auparavant, vous avons donné les pays en entièreté. Mais pourquoi vous ne parvenez pas à finir cette guerre? Oui, l'armée. Mais quand on parle de l'armée, c'est aussi que nous posons des questions de savoir pourquoi nous mettons autant de moyens dans cette armée, mais qu'au final, cette armée semble ne pas être bien organisée. Je salue les efforts sur le terrain de nos FRDC. Mais lorsqu'il y a des trahisons, lorsqu'il y a des détournements, tout ça, c'est des questions sensibles qu'il faille que nous nous posions. Et lorsqu'il y a l'impunité... Mais pourquoi ces gens-là qui détournent ne sont pas arrêtés? Mais c'est là la vraie question. Aujourd'hui, en fait, moi je suis issu de l'école de Lumumba. J'ai toujours parlé en fait, aujourd'hui, construire un État fort avec les institutions fortes. Pas des institutions au travail, au service des individus. La justice, c'est là la question principale qu'il faille que nous débattions aussi au dialogue. Donc, s'il y a des gens qui commettent des exactions qui ne sont pas punies au pouvoir et que de l'autre côté, il y a des gens qui commettent aussi les mêmes exactions qui sont poursuivis, ça veut dire que la justice travaille en faveur d'un camp et en défaveur d'un autre camp. Qui nous disent exactement qu'est-ce qui n'a pas marché pour que 7 ans après, aujourd'hui, dans 2 ans, peut-être qu'il faille qu'ils nous remettent les pays. On va nous donner un pays divisé en morceaux. Il n'y a pas que aujourd'hui, on parle de la guerre parce qu'on voit les gens qui sont morts, qui meurent directement. Mais parlons aussi de la guerre sociale. Il y a aussi la guerre sociale. Regardez, il y a un problème. Il y a un problème aujourd'hui pour se nourrir. C'est un problème très, 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 très sérieux. Et là, ça tue les gens en silence. Il y a la guerre sanitaire. Ça, on n'en parle pas. Est-ce que les réformes aujourd'hui touchent vraiment à la vie du Congolais moyen? C'est cela les questions qu'il faille que nous nous posions. Mais maintenant, lorsque nous avons un gouvernement qui s'est dit légitime, nous avons un pouvoir qui s'est dit légitime, qui n'arrive pas à apporter des solutions à tout ça. Voilà pourquoi, mettant pression, et ils disent qu'ils font des efforts, ils louent la diplomatie agissante, mais qu'il n'y a pas de solution. Il faille que nous discutions, que nous nous mettions autour de la table. Encore que nous ne savons pas. Ceux qui sont l'opposition armée a toujours dit qu'elle a ses desiderata ou qu'elle a ses revendications ou des promesses données par le régime actuel qui n'ont pas été tenues. Il faille qu'ils nous disent quelles sont ces promesses qui se sont données, que nous comprenions les contenus des accords qu'ils ont signés pour que nous arrivions à cette situation. Parce qu'au final, c'est nos populations, c'est le peuple qui en pâtit. C'est là la vraie question qu'il faille que nous discutions. Donc, je vais d'abord dire que la démocratie nous intéresse. Nous intéresse parce que nous parlons toujours élection. La démocratie nous intéresse vraiment beaucoup. Voilà pourquoi vous verrez qu'au centre des discussions, il y aura les élections. Et il y aura les réformes. Il y aura aussi l'audit de la CENI, du cycle électoral précédent, pour savoir comment les élections s'étaient organisées. Où en sommes-nous avec la CENI aujourd'hui? Parce que justement, nous, à l'opposition, nous voulons de la démocratie. C'est les pouvoirs en place qui asphyxient la démocratie, pas l'opposition. Il faut que ça soit clair. Merci, Corneille. J'aime bien vos interventions parce que combien ça nous donne matière à réflexion. Mais j'aimerais un peu que nous puissions parler du service national, oui. Et cette histoire mise en place par le président du général Kabouik pour l'assainissement de la ville de Kinshasa. Personnellement, en tant que journaliste, je suis descendu dans les riches pour voir ce qui s'est fait. Il y a un travail qui s'est fait. Je vis comment ils ont assaini Pascal, Bitadé, au niveau de Petro-Congo, là où moi j'étais personnellement. Là, on applaudit. Mais il y a un petit souci. Ces gens-là fouettent le paisible Congolais. Je ne sais pas. Est-ce que dans leurs prérogatives, il était aussi demandé au service national de fouetter les Congolais? Alors, moi j'ai toujours dit, il y a même des papas qui font des pompes. Hein? Non, l'une des choses que j'ai toujours condamné de ces pouvoirs, c'est le fait que cette union sacrée arrive sans projet de société. Un projet de société, c'est en fait, c'est une forme de plan grâce auquel on peut construire un État. Lorsque vous arrivez au pouvoir sans projet de société, il se pose un problème.
Moi, je suis l'un des premiers, ou l'un de ceux qui avait proposé qu'il soit créé une structure à part entière pour s'occuper de l'assainissement de la ville de Mais il y Kinshasa. en a. Non, Il y a Raskin, il y a Raskin, il y a plusieurs structures qui s'occupent de l'assainissement de la ville de la ville de Kinshasa. non, moi, en fait, quand je parle de créer, ce n'est pas créer une institution à part entière, c'est redéfinir les missions de toutes ces instances, toutes ces structures qui Voilà, existent. Parce qu'aujourd'hui, ma crainte était laquelle? Les chevauchements des institutions créées, des structures créées. Vous avez vu la dernière sortie médiatique du général Kabouik qui donnait des leçons à ces hommes en leur disant que votre rôle n'est pas de réguler, par exemple, la circulation routière. Mais il continue toujours à le faire. C'est là qu'il se pose un problème. Lorsque vous créez des structures qui n'ont pas de valeur juridique, nulle part dans la Constitution, il a été... J'encourage, je vois l'assainissement, mais nulle part dans la Constitution, vous verrez qu'il a été prévu de créer une structure parallèle à la ville de Kinshasa à laquelle on a attribué la mission de pouvoir assainir notre ville de Kinshasa. Où en sommes-nous maintenant avec toutes ces structures-là? L'État paye à ces structures-là, la Raskin, je ne sais pas moi, l'initiative Kinezobonga et tout ce qui va avec. Est-ce que ces structures-là touchent encore à l'argent de l'État ou ils ne touchent pas? Maintenant qu'on crée une autre structure, une taxe Fox, qui du reste n'a pas de valeur juridique. Parce que cette structure-là, juridiquement, elle ne devrait pas exister. Vous voyez? La même pression, en fait, le même moyen qu'on donne, par exemple, aujourd'hui à cette taxe Fox, ce sont les mêmes moyens ou la même pression qu'on aurait mis sur Raskin, par exemple, qui existe pour pouvoir assainir la ville-province de Kinshasa. Alors, je condamne, je salue les efforts, je ne veux pas d'ailleurs qu'on appelle ça à ces enfants, à ces gens-là, les barbares, non, c'est tout Congolais, et peu importe son rang social, c'est un Congolais qui mérite la dignité et la considération. Il ne faille pas qu'on les appelle, c'est des gens qu'on a réinsérés dans la société, il faille qu'on leur fasse confiance. Mais maintenant, la question que je me pose, c'est que, est-ce que on ne va pas, comme déjà au départ, tomber sur un chevauchement qui confond les rôles entre la police nationale congolaise, entre la police pour la sécurité et aussi cette taxe Fox? C'est là qu'il va se poser un problème. Je n'encourage pas les méthodes répressives, mais je pense qu'il fallait qu'on réfléchisse bien pour redonner les moyens aux structures qui existent déjà, même s'il fallait associer ces gens-là, qu'ils soient rattachés. Au moins, ça aurait une valeur juridique. Mais actuellement, ça n'a aucune valeur juridique, ça n'existe pas du point de vue juridique. Le pays est géré par les droits, donc si vous ne respectez pas les droits, peu importe les conséquences, si vous ne respectez pas les droits, ça veut dire que nous ne sommes plus un État. C'est là la vraie question. Merci, Corneille. D'être assaini. Mais le problème, c'est au niveau, il y a des parents. Moi, c'est quelque chose que je palpais, donc je vis de mes propres yeux. Comment il y a des parents qui font des pompes, il y a des gens qui sont fouettés, et il y a même eu une bagarre entre la force du progrès et les ex-colonels qui sont maintenant dans les services nationaux. Moi, je me dis, est-ce que cette histoire-là était vraiment bien préparée en amont ou c'était une chose précipitée? Oui, merci beaucoup. Parce qu'apparemment, ils ne respectent pas leurs prérogatives. Oui, oui. Nous le savons tous, et puis c'est un secret de polichinelle, que les éléments de la task force sont là pour assainir la ville, province de Kinshasa, à la demande du président de la République. Alors, leur rôle principal se limite, comme mon co-débatteur l'a dit, comme vous le dites aussi, à l'assainissement, à rendre propre la ville, province de Kinshasa. Mais nous constatons, au-delà de tout, quelques dérapages dans leur façon de faire les choses. Alors, par rapport à cela, mon ami, mon co-débatteur a parlé de Raskin, qui est, je ne sais pas, une entreprise là, qui a la charge juridiquement des maîtres de la propriété dans la ville province de Kinshasa. Alors d'abord, s'il faut revenir un peu, faire un petit pas rétropédalage par rapport à ce qu'il a dit, il faut qu'on se pose aussi des questions. Est-ce que l'État donne des moyens à ces entreprises pour avoir la possibilité de travailler et d'assainir la ville province de Kinshasa? Mais par rapport maintenant aux éléments du service national, d'abord, le travail, s'il faut partir d'abord du constat positif, on dira... Mais si l'État ne donnait pas de l'argent à Raskin, pourquoi il ne revendique pas? Mais c'est ça aussi le problème. S'il ne revendique pas, c'est qu'il touche de l'argent. Là, nous parlons de la défaillance. Ils doivent démissionner. Parce que quand vous me donnez une responsabilité que je n'arrive pas à assumer, cette responsabilité, donc je suis carrément démissionnaire, je dois démissionner. C'est ça, c'est ce qui n'est pas dans la culture des Congolais. C'est pourquoi nous disons ici,
nous devons respecter la démocratie. La démocratie voudrait aussi la démission lorsqu'on n'est pas à mesure de remplir. Mais le problème, c'est que le travail qu'il devrait faire, oui, c'est le travail que le service national fait maintenant. Automatiquement, maintenant, c'est quoi encore leur importance? C'est aussi ça les problèmes, parce que le gouvernement de Mumba, c'est en principe, c'est à travers ces structures, ces entreprises, que la ville devait être propre. Mais nous remarquons qu'il y a ce qu'on appelle les revers de la médaille. C'est-à-dire, nous présente une autre image. Au lieu que cela soit fait par les gouverneurs, par les gouvernements provinciaux de Kinshasa, mais cela est fait par une autre structure qui ne fait même pas partie de la ville province de Kinshasa. Donc, juridiquement, c'est rocambolesque, comme on dit, c'est abracadabrantesque. On ne sait pas comprendre cela. C'est pourquoi nous disons ceci. Les gouvernements provinciaux devaient, en principe, s'ils étaient vraiment, je vais dire quoi, consciencieux, devait démissionner par rapport à surtout la structure qui s'occupe de la propriété de la ville-province de Kinshasa. Parce que nous avons été avec eux pendant plusieurs, je dirais moi, pendant des années, mais on n'a pas vu ce qui s'est fait par rapport au constat d'abord positif des éléments du service national. Je parle d'abord du constat positif. On remarque que la ville, surtout les districts de Tchang, c'est par où ils ont commencé. C'est très propre. Je suis passé par là. Aujourd'hui, je me suis promené à pied de, je crois, des Libertés, parce que je l'ai fait expressément des Libertés, marché des Libertés, qu'on appelle Bitabé, jusqu'au niveau des quartiers 1. Parce qu'il y avait aussi un embouteillage monstre. Et bon, j'ai dit, je profite de l'occasion, je me vais aussi me promener à pied pour voir comment les choses se font. Donc j'ai trouvé qu'il y a de la propreté, donc tout est fait de façon impeccable. Vous avez dit que le Raskin, c'est un service défaillant. Défaillant. Automatiquement, mais oui. C'est un service défaillant. Oui. Parce qu'ils n'arrivent pas à remplir les tâches pour lesquelles ils ont été confiés. Je l'ai dit, si l'État, les gouvernements leur donnent des moyens et qu'ils n'arrivent pas à remplir fidèlement les responsabilités qui leur sont confiées, automatiquement, ils sont défaillants. Si, j'insiste, j'ai bien si on ne sait pas, on doit vérifier. Vous dites ici, bon, s'ils ne revendiquent pas, c'est qu'ils touchent déjà quelque chose. Là, on ne sait pas. Oui, parce que les salaires, c'est un droit. C'est un droit. Mais pourquoi ils ne revendiquent pas? Peut-être les moyens suffisants. Parce que les salaires, oui, mais les moyens pour rendre propre la vie, ça c'est autre chose. Peut-être l'État leur donne les salaires, mais pas les moyens pouvant leur permettre d'assainir la ville province de Kinshasa. Les moyens logistiques. Les moyens logistiques, tout ça. Là, on ne sait pas. On doit maintenant chercher à avoir les informations fiables par rapport à cela. Mais c'est que dans le travail qui a été fait par les éléments du service national, on trouve que c'est louable, c'est impeccable. Donc, mais les problèmes, c'est au niveau des dérapages, comme vous l'avez dit. Par exemple, c'est substitué à la police nationale quinoise, c'est substitué parfois aux autorités, prendre les gens qui parfois jettent des bouteilles, même le sol, les fouetter, les châtier, tout ça. C'est ce que nous sommes en train de condamner. Là, nous condamnons cela avec beaucoup d'énergie. Nous demandons maintenant aux autorités, principalement au général, de pouvoir remettre un peu les éléments du service national à l'ordre. Le travail, c'est d'abord louable, mais on ne peut pas aller au-delà de cela. Fouetter les gens comme on voit sur les réseaux sociaux, obliger les gens à balayer, à curer les caniveaux. Là, nous trouvons que cette pratique-là n'est pas vraiment, par rapport aux valeurs démocratiques, ça ne tient pas. Par rapport aux valeurs démocratiques. Mais on a dit que les Kinois n'obéissent qu'au fouet. Oui, mais il faut qu'il y ait des méthodes. Les méthodes ne doivent pas réduire la dignité humaine. Quand vous dites que vous mettez quelqu'un, même les sols, vous commencez à les châtier, les fouetter. Là, c'est contre la dignité humaine. Quand un papa là qui est bien habillé, vous lui demandez de balayer, bon, c'est humiliant, c'est ignominieux quand même. Il faut quand même qu'il y ait des méthodes pouvant remettre les Quinois à l'ordre, mais pas dans le sens de l'humilier, de les rabaisser. Mais ces papas-là qui viennent jeter des immondices là où les autres nettoient, est-ce que ces papas-là méritent vraiment d'être traités comme un homme? Les Kinois disent que Fimbe Bonga na Mkongo ya Zoba. Là on nettoie, vous venez jeter des papiers. Ce sont des pratiques à bannir. Au XXIe siècle, les coups de fouet sont des pratiques à bannir. Vous pouvez prendre ces papas-là, vous les mettez quelque part même dans... On peut les mettre même dans un petit cachot. Le fils que être là pendant même 3 heures, ne pas voir à l'extérieur, il est là de 12 h à 17 h, on lui dit, papa, ce que vous avez fait, c'était pas bien, alors prochainement ne faites plus cela, nous vous libérons. Ça va quand même servir de leçon. Au lieu d'utiliser le coup de fouet, là on peut condamner. Par rapport au XXIe siècle, ce sont des pratiques un peu archaïques, utiliser le coup de fouet, tout ça. Mais nous louons, ça on doit insister, nous louons
avec beaucoup d'énergie, le travail que fait les services nationaux, surtout la propreté. Nous retrouvons vraiment notre ville propre. Il n'y a pas de sachets, pas de bouteilles en plastique, pas d'immondices, tout ça. Donc c'est un travail impeccable. Et cela s'est fait dans moins d'une semaine. Dans moins d'une semaine, on trouve que surtout Tchangou est devenu propre. Donc ça, c'est encourageable. Bravo au général Kassongo. C'est un travail à louer, le travail qu'a le général Kassongo Kabwiki. Nous saluons ce travail-là et nous demandons au général de veiller à ce que ces troupes ne puissent pas déraper. Nous sommes en train de chuter. Corneille, et votre mot de la fin, qu'est-ce que vous pouvez dire aux Congolais qui étaient restés connectés, captés pour nous suivre? Merci. J'ai compati avec tous les Congolais qui traversent des moments très difficiles. J'ai compati avec les jeunes qui ont refusé de se faire manipuler, bien comme moi, qui comprennent que l'avenir de notre pays dépend de cette jeunesse, notamment la jeunesse qui vit en province, tous ceux qui sont dans des zones actuellement occupées. Nous compatissons avec eux. Et heureusement qu'avec le temps, ils se rendent compte de l'irresponsabilité de notre État qui a multiplié des stratégies qui, du reste, ont déjà été mal critiquées négativement par nous et qui n'apportent pas des solutions. Aujourd'hui, on est passé des accords en accords sans réelle solution. La guerre continue parce que les indicateurs objectivement vérifiables des issues des accords, si c'est un accord de paix, c'est la paix. Pour revenir un peu à ce que vous parliez sur la taxe Fox, je pense que moi, dans les propositions que j'ai faites, j'ai toujours dit que l'insalubrité dans la ville-province de Kinshasa était une opportunité d'emploi. Vous voyez, aujourd'hui, avec autant d'immondices, on ne devrait pas avoir des chômeurs. Mais il faille que les structures qui sont créées soient structurées et qu'ils respectent les lois du pays. Aujourd'hui, par exemple, créer des juridictions à part entière pour pouvoir punir tous ces... Normalement, ceux qui commettent des infractions telles que j'étais les... Parce que ça a des conséquences. Ouais, quand il y a la pluie, vous avez vu ce qui s'est passé à des bonhommes. C'est la conséquence du fait qu'il y a l'insalubrité. Donc, les conséquences sont à haute portée. Que ces gens-là doivent être punis. Mais ils doivent être punis suivant la règle, suivant les lois. Parce qu'un pays ne peut pas se gérer lorsque les règles ne sont pas respectés. Donc, comme je disais, avec tous ceux qui sont en province, tous ceux qui traversent des moments difficiles en situation de désespoir, je voudrais apporter mon soutien. Je voudrais dire qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Il y aura marche le 22, on n'en a pas parlé. Il y aura marche le 22, il faut que nous continuions à mettre la marche, elle a été annulée? Non, la marche n'a pas été annulée. On a demandé, en fait, on a demandé... Reportée. L'Église catholique a demandé à l'opposition. Mais de reporter, oui. Oui, elle a demandé, c'est une demande qui a été... Mais ici, la démarche devait être aussi d'appuyer sur là où ça fait le plus mal. Vous voyez, le président Tshisekedi, c'est l'homme de la rue. Il sait que la rue est très têtue. Et la rue, on ne joue pas avec le peuple. Il sait. Bon, peut-être qu'avec tout le respect que nous avons pour les confessions, les pères religieux, il va falloir réfléchir et peut-être leur accorder du crédit pour voir comme nous sommes déjà sur la voie par laquelle il faut sortir de cette crise, peut-être leur accorder cette chance-là. Merci Corneille d'avoir été le nôtre. Et excellent votre mot de la fin. Ouais, merci beaucoup de m'avoir invité sur ces prestigieux plateaux. Donc je vous remercie de la considération que vous nécessitez de m'accorder. Merci beaucoup. C'est pour moi un grand honneur et grand plaisir. Je salue aussi l'intervention de mon co-débatteur. Donc j'ai trouvé qu'il est pertinent dans ses interventions et puis il s'exprime correctement en français. Vraiment, apparemment c'est un professeur de français, je ne sais pas. Non. Bien de français. Donc j'ai vraiment aimé. Puis ces interventions m'ont beaucoup touché. Donc félicitations à vous, chers co-débatteurs. Merci pareillement à vous aussi. Sinon, je salue aussi les efforts louables du recteur, du DG des CML13, M. Louis-France. Donc, il a toujours été une référence pour moi. Je suis sur ses interventions à la télé, sur les réseaux sociaux. Vraiment, je suis épaté chaque fois que je les suis et je reste parfois ébobie. Mais à part cela, je voudrais aussi, si vous me le permettez, nous organisons une marche de santé avec la structure
à laquelle je fais partie, Dynamique Fidèle Umbala, c'est une structure politique, hein, c'est pas, puisque je ne suis pas dans la politique. La Dynamique Fidèle Umbala organise une marche de santé en date du 29 août 2026 à Nevers. Nous allons... Ça sera un plaisir si on est invité pour couvrir l'activité, oui. Automatiquement, vous êtes invité, vous serez là pour couvrir l'événement. Déjà, les images vont passer, je prends ce morceau pour envoyer déjà aux organisateurs de cette marche. Vous serez là pour couvrir l'activité, puis vous participez aussi, vous mettre en contact avec les responsables de la Dynamique Fidèle Umbala. Donc nous organisons une marche de santé en date du 29 août 2026 à Nevers. Donc nous allons nous rencontrer à l'entrée Mikondo Njoko, la route Njoko, et puis point de chute au quartier Terre Jaune. Quartier Terre Jaune, nous allons nous retrouver quelque part là. Donc c'est un peu ça. Je lance un appel à tous ceux qui nous suivent, à ceux qui sont des Mikondo, de prendre part à cette marche de santé. Et je vous invite aussi, vous et mon co-débatteur, à prendre part à cette marche de santé qu'organise la Dynamique Fidèle Umbala en date du 29. Merci beaucoup. Oui, si le temps nous permet, on n'hésitera pas d'y être. Un petit dernier mot. Oui. Moi aussi, je profite parce qu'il a parlé. Je voudrais dire ici, de nombreux jeunes se sont retrouvés aujourd'hui à la croisée des chemins parce qu'à un certain moment, même cette opposition que nous suivons, vous allez voir qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont extra-politiques, qui sont désespérés et ne peuvent plus pour accorder la confiance ni à la majorité ni à l'opposition. Et officiellement, je vous dis que je vais lancer mon regroupement politique, ma structure politique au mois d'octobre 2026. La structure s'appelle Agir pour bâtir. Agir pour bâtir. Donc je sais qu'il y a de nombreux jeunes qui encouragent, qui savent qu'il faille que nous nous retrouvions nous retrouvions dans des associations comme ça pour pouvoir réfléchir selon les contextes actuels. Des jeunes, que ce soit des jeunes de la province ou les jeunes qui se retrouvent à Kinshasa, comme une dame qui me soutient, il fallait que je parle d'elle, Madame Esther Kakesa. Elle sait qu'elle nous pousse loin, elle nous pousse à mieux faire pour pouvoir avoir une place dans cette société. Donc je la salue où elle est. Et merci Corneille. Il faudrait que les jeunes se réunissent pour décider de leur avenir. Après que le président de la République ait accepté le dialogue, je me suis mis à imaginer le désarroi de ces connaisseurs inintelligents qui se disent être professeurs, qui disaient que la Constitution ne cadre pas avec les réalités, il faudrait des réformes à tout prix. Moi, j'attendais à ce que vous puissiez réagir après que le président de la République ait décidé qu'on dialogue. Moi, j'attendais que vous puissiez réfléchir, que vous puissiez rebondir là-dessus pour nous dire qu'est-ce qui a changé. Le problème avec le pays, c'est que nous devons cesser d'être les chantres des individus. Nous devons tous réfléchir pour l'avancement de ce pays. Fort malheureusement, il y a certains qui se disent être professeurs, mais ils sont inintelligents. Parce que leur intelligence ne sert à rien pour l'avancement de ce pays. Et ici, je tiens à vous rappeler à l'ordre que ce qui compte, c'est l'intérêt. Parce que Tshisekedi va passer. Comme Kabila a passé, Tshisekedi aussi passera un jour. Mais qu'est-ce que cette génération retiendra de vous et des générations qui viendront après vous vont retenir plutôt. Mais je vais finir avec ces petits conseils. Et parce que j'aime toujours finir avec. Comme toujours, ça ne peut pas manquer. Vous savez, c'est dans notre coutume. Ça devient... L'air est tellement grave. Même pour s'engager dans une relation, les hommes posent des questions à des filles. Qu'est-ce que vous faites? C'est-à-dire, même les hommes sont devenus très rigoureux envers les jeunes filles qui ne font rien. Si tu veux épouser un homme que tu aimes, cherche d'abord à être indépendant. Sinon, tu épouseras un homme que tu n'aimes pas à cause de son argent. C'est ici que nous bloquons, que nous clôturons cette émission. À la prochaine.